Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir TATV Africa Today pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. La visite de travail du directeur général adjoint du FMI a pris fin ce vendredi à Conakry. Durant son séjour, l'hôte a échangé avec les autorités, le secteur privé et la société civile sur la situation du défi économique et l'assistance que le Fonds monétaire doit apporter à la Guinée. Au terme de sa visite, Mitsuhiro Furusawa s'est dit impressionné par le potentiel économique que la Guinée, même si la baisse du prix des matières premières est à déplorer. Salim Kondé. Après la fin de l'épidémie Ebola, un lendemain meilleur commence à prospérer en Guinée. Il y a de cela une semaine, le service des fonds du FMI a fait l'accord principe sur la 8e et dernière revue du programme économique du gouvernement soutenu par le Fonds monétaire. Si le programme est approuvé par le conseil d'administration en octobre prochain, ce sera les premières conclusions du programme depuis l'intégration de la Guinée en 1963 au FMI. Pour ainsi dire, un programme complet à son terme. Au cours de cette visite de travail, Mitsuhiro Furusawa a été impressionné par le potentiel économique du pays. Selon lui, le FMI est disposé à accompagner la Guinée. Je suis vraiment très impressionné. Le potentiel de la Guinée dans le domaine de l'agriculture, des mines, des hydroélectricité. Le Fonds est toujours un partenaire privilégié et on est toujours prêt à continuer à soutenir la Guinée. Pour la ministre de l'économie et des finances, Malado Kaba, même si le constat est probant, la Guinée devra encore fournir plus d'efforts. Les constats sont globalement positifs, mais évidemment, il y a toujours des points à améliorer. La marge de manœuvre est là, la marge d'amélioration est là, et donc le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre un certain nombre de mesures, à les poursuivre, que ce soit dans le secteur de la justice, que ce soit dans le secteur de l'électricité, ainsi que d'autres domaines liés notamment aux finances publiques. Rappelons que c'est la première visite d'un responsable de ce niveau du Fonds monétaire international en Guinée depuis plusieurs années. Et la question qui est importante selon Malado Kaba est celle de l'image que la Guinée doit avoir en termes de projection. L'atelier sur la présentation du manuel d'exploitation du réseau interconnecté de l'EOA a pris fin ce vendredi à Conakry. Durant 2 jours, 4 principaux thèmes ont été débattus pour que les participants aient une plus grande vue sur ce projet d'envergure ouest-africain. Aïssata Fofana. On demande un remboursement. Informer les acteurs guinéens sur le contenu du manuel d'exploitation du réseau interconnecté du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, tel était le but de cette rencontre. Durant 2 jours, ces acteurs se sont penchés sur plusieurs aspects de cet outil de coordination du fonctionnement du réseau régional. Il y a principalement le manuel d'exploitation qui fixe, disons, les paramètres techniques qui doivent être respectés dans l'ensemble des réseaux interconnectés de la région ouest-africaine. Et aussi, nous avons présenté la conception du marché régional d'électricité avec ses différentes phases, phase 1, phase 2, phase 3. Et ces phases définissent la mise en œuvre de ce projet d'envergure qui devra aboutir bientôt à la mise en place d'un marché régional d'électricité. La première phase est une phase qui consiste à des échanges entre pays voisins. Aussi, j'ai exposé la deuxième phase du marché qui a la particularité de voir naître une bourse régionale d'électricité et un opérateur indépendant des acteurs qui aura la charge de mettre en contact des acheteurs et des vendeurs qui auront la liberté de faire les offres et de fixer les quantités et les prix de leurs transactions. À l'issue donc de ces différents exposés, des recommandations ont été formulées. On va mettre en place un comité ad hoc qui va se permettre de relire les différents documents, qui définit en détail ce que chacun doit faire au niveau du secteur électrique guinéen. Donc en même temps, s'il s'agit des investissements à faire,
ou bien s'il s'agit d'organisations à mettre en œuvre, donc pouvoir recenser tout ce qui doit être fait. Et s'il y a des investissements qui sont nécessaires, on va faire le point, soumettre ça à l'EOA, autrement dit l'EOA. La Guinée, avec toutes ses potentialités énergétiques, sera le choix pour être la vitrine de ce projet d'interconnexion du réseau ouest-africain. 50 observateurs maritimes viennent d'entamer ce samedi à Conakry une formation de 10 jours sur l'observation scientifique. Durant cette formation, ces observateurs apprendront les techniques de collecte de données et systèmes d'échantillonnage. Ceci pour obtenir des données fiables pour le plan de gestion nationale et d'aménagement durable des ressources halieutiques. Soirée Boubacar pour le compte-rendu. Cette formation est non seulement une question de remise à niveau des observateurs marins, mais aussi une manière de rassurer les partenaires que la Guinée est désormais capable d'avoir la bonne information sur les ressources maritimes. Ces données serviront de base pour les accords de pêche, surtout sachant que la Guinée sort fraîchement de la liste noire de l'Union européenne à cause de la pêche illicite. Au sortir donc de cette formation, ces observateurs seront à mesure de fournir des données fiables. S'il n'y a pas une bonne observation scientifique, si les déclarations faites par les armateurs n'est pas correcte, on ne peut pas comparer ça avec le potentiel. Donc nous comptons sur ces observateurs scientifiques pour avoir la bonne information et comparer les prélèvements effectivement réalisés sur la ressource par rapport au potentiel qui était permis, pour savoir est-ce qu'on a dépassé le potentiel ou bien on est encore en deçà, et pour prendre des mesures correctives par rapport à cela. Les données qui seront collectées par ces observateurs serviront à faire les analyses nécessaires quant à l'état des ressources afin de se projeter sur les exploitations selon la réserve disponible. Le programme régional des pêches de l'Afrique de l'Ouest PRAO, organisateur de cette rencontre d'échange, se dit toujours prêt à accompagner le ministère de la Pêche dans le cadre technique. Alors, c'est que le PRAO Guinée, dans la mise en œuvre de ses activités, a un appui institutionnel, c'est-à-dire un appui envers les différents services partenaires du ministère. C'est dans le cadre donc de la mise en œuvre de ces activités que le centre de recherche halieutique de Boussoura nous a introduit une demande de formation des observateurs, une demande de formation scientifique des observateurs maritimes. C'est aujourd'hui donc grâce au financement de la Banque mondiale à travers le PRAO Guinée, et c'est aujourd'hui l'occasion que nous avons eue pour démarrer cette activité. Donc le PRAO Guinée, il est là, il est à la disposition du ministère. Il doit appuyer tous les services techniques du ministère dans l'exécution de leur mission. Pour le ministre de la Pêche et de l'économie maritime André Loa, cette formation doit être prise au sérieux par ses observateurs en ce sens qu'elle leur permettra de bien accomplir leur mission. C'est de les encourager à suivre tout ce qui va être dit pour leur permettre de s'outiller, d'avoir tous les éléments nécessaires pour s'acquitter de leur mission en mer. Parce qu'ils vont fournir des informations, des données sur les ressources. Ils vont collecter l'information lors des activités de pêche. Donc ils doivent savoir quelles sont les espèces qu'ils doivent autoriser pour être pêchées. Est-ce que ce sont des espèces qui sont protégées? Est-ce que les activités de pêche se passent dans les zones requises? Donc tout ça là, ça va être l'élément d'information qui va être mis à leur disposition pour leur permettre effectivement de mieux faire leur travail. Ces 50 observateurs profiteront donc de ces 10 jours de travaux pour s'approprier des techniques scientifiques modernes d'observation maritime. Le président de la CENI a-t-il démenti l'information selon laquelle le président de la République l'aurait appelé séance tenante autour de la proposition du chronogramme des communales? Cette information, relayée par un site de la place, est rejetée d'un revers de la main par le témoin de la scène, Aboubacar Silla. D'ailleurs, le porte-parole de l'opposition républicaine invite Bakary Fofana à demander à l'auteur de l'article une rectification. Suivez. Non seulement il a appelé le président de la CENI, mais il a mis le haut-parleur pour que j'entende clairement toute la teneur de leur conversation. Ils se sont entretenus, il a effectivement fait la remarque.
pour dire, mais il faut associer les partis politiques à la fixation de l'échéancier. Et bon, j'ai été très étonné de voir dans un média en ligne là, hier, il semble que le président de la CENI aurait démenti avoir été appelé par le président de la République. Alors, comme je connais bien M. Bakary Fofana, qui était son collaborateur dans le gouvernement de transition, en 2010, comme j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Il a juré par tous les saints, jamais qu'il n'a accordé une interview d'un journaliste, il ne le fait pas. C'est que je l'ai reconnu, quelqu'un qui n'accorde pas d'interview, il se soumet à un devoir de réserve. C'est comme les présidents des autres institutions, comme la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême, ou la Cour des comptes, je dis c'est parfaitement possible. Donc, je l'ai demandé, comme déterminé pour pouvoir demander au médias de démentir cette information, parce que c'est très grave. Il dit publiquement qu'il n'a pas été appelé par le président de la République, alors que le président de la République sait qu'il l'a appelé. Ça va créer entre lui et le président de la République un grave déficit de confiance. Si c'est quelqu'un qui est capable de nier même un appel téléphonique, ceci serait extrêmement grave. Alors que cet appel téléphonique n'était pas grave, c'était normal que le président de la République s'inquiète des conditions dans lesquelles l'échéancier de la CENI a été déterminé par rapport à l'information des partis politiques. Culture à présent, en prélude au concert dédicace de l'artiste Aïcha Ba Ashley, prévu le 18 septembre 2016, les productions Tidjane World Music ont animé une conférence de presse ce vendredi dans un réceptif hôtelier de la place. Objectif, présenter aux hommes de médias le produit de l'artiste et les préparatifs. Reportage Moussa Sefa Kamara. Les productions Tidjane World Music encadrent plus de 25 artistes guinéens qui font de la musique de tout genre. Cette crème musicale, l'artiste Aïcha Ba Ashley en fait partie. C'est pourquoi Tidjane World Music ne lésine pas sur les moyens pour la réussite de l'événement. Selon le manager de l'artiste, l'album de sa protégée est homogène et traite un peu de tout. On n'a pas voulu copier les Américains, on n'a pas voulu copier les Européens, on a voulu rester guinéen, mais en offrant aussi à ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui font de la bonne musique, ceux qui écoutent de la bonne musique, de la musique guinéenne, qu'on peut vendre hors de la Guinée. La nouveauté, bientôt un des morceaux d'Ashley sera parmi les tonalités de celle comme Guinée, selon le directeur commercial. Alors elle va être parmi les premiers artistes qui vont monter son autre tonalité en musique, et je crois que ça va lui donner beaucoup de couverture et beaucoup d'opportunités que les gens vont pouvoir entendre sa musique. Les grandes manifestations culturelles ont double avantage pour les artistes, précise Tidjane Souma, le PDG de Tidjane World Music. Parce que nous on estime que les grands événements servent aussi à faire connaître d'autres artistes ou à continuer à tout confirmer ceux qui sont confirmés et puis aussi à créer l'esprit de solidarité entre ces artistes d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des gens comme Black M, comme MHD. C'est déjà bon, c'est un bon début. Et ça pousse aussi ceux qui sont là à faire plus. Donc les rencontres, ça aide. 30 groupes d'artistes sont programmés pour ce concert du 18 septembre 2016, dont 3 groupes sont venus d'ailleurs pour rendre la fête plus belle. En France, à l'occasion des journées du patrimoine, la police reste sur le qui-vive. Les files d'attente s'allongent devant les musées et châteaux. 17 000 sites au total à travers la France. Autant de lieux à sécuriser car l'événement attire habituellement 12 millions de curieux. Suivez. Le quartier est bouclé depuis le lever du jour. Et pour espérer visiter l'Elysée ce matin, je vais vous préparer l'ouverture de vos sacs, c'est un pré-filtrage et un peu plus loin il y aura un nouveau filtrage. Il faut être patient et ne pas avoir peur de marcher un peu. Une seule entrée, place de la Concorde, à plus de 600 mètres des grilles du palais, par mesure de sécurité. Et personne ne s'en plaint vraiment. C'est bon, impeccable. Allez-y, bonne journée. L'air présent, ça nous rassure. Pourquoi ? Parce que c'est nos vies, du coup on remet nos vies entre leurs mains. Quand on les voit, on sait qu'on est en sécurité parce qu'ils ont tout prévu. Je pense que le lieu et la journée nécessitent une telle présence. Même si l'attente engendrée par ces mesures drastiques en décourage certains. Finalement, il y a trop de monde, donc on a abandonné. Donc vous repartez déjà ? Ouais, c'est ça, on va faire autre chose. Ouais. Les 2 roues et véhicules mal garés sont systématiquement déplacés par les services de la préfecture. Le quartier de l'Elysée est inaccessible, comme tous les lieux de pouvoir ouverts à la visite dans la capitale. En région aussi, la sécurité est l'un des enjeux de cette journée du patrimoine. D'ailleurs, faute d'effectifs suffisants, certains sites n'ouvriront pas leurs grilles
comme la préfecture de Lille par exemple. Je préférais cette année ne pas faire visiter la préfecture pour ne pas non plus empêcher d'autres sites de rester ouverts. À Paris, certains sites n'ouvriront pas non plus, comme le siège de France Télévisions. Le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a refusé hier d'apparaître aux côtés de François Hollande et d'Angela Merkel, alors qu'une conférence de presse conjointe était prévue. Un message qui montre que l'Italie n'a plus envie de faire semblant quand l'Europe est divisée. Suivez. L'unité européenne, ce n'est pas pour tout de suite. À la conférence de presse commune entre les dirigeants français et allemands, il manquait une personne, Matteo Renzi, chef du gouvernement italien. Le Premier ministre a refusé de s'afficher aux côtés de François Hollande et d'Angela Merkel. La cause de cette colère, l'absence d'une politique concrète sur les questions migratoires. Le problème principal, c'est l'immigration, la relation avec l'Afrique, le rapatriement des migrants vers l'Afrique. Il y a aussi le problème de la coopération internationale. Les conclusions du sommet de Malte restent vaines. Aujourd'hui, nous voulons du concret parce que l'Italie a fait tout ce qu'on lui avait demandé de faire. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Il y a un an, dirigeants européens et africains se réunissaient à Malte pour débattre de la crise migratoire. Près de 2 milliards d'euros promis à l'Afrique. Objectif, freiner l'exode des migrants. Mais depuis janvier 2016, 118 000 migrants venus d'Afrique ont débarqué sur les côtes italiennes, soit le même chiffre qu'en 2015. Et la question de leur répartition dans toute l'Union n'est toujours pas réglée. En réponse aux critiques de Matteo Renzi, l'Elysée a préféré botter en touche. Il n'y a pas de problème avec les Italiens, ils sont d'accord sur le fond. L'Union européenne parle d'avancer sur la question des migrants. Matteo Renzi, lui, critique ce qu'il appelle l'acrobatie verbale des dirigeants européens. 5 jours maintenant depuis le début de la trêve en Syrie, mais elle reste extrêmement fragile. Des bombardements et des combats sporadiques ont encore eu lieu. Mais Washington et Moscou y croient toujours. Vladimir Poutine, lui, se dit optimiste. Suivez. Cette vidéo amateur a été tournée vendredi dans la périphérie de Damas. Malgré la trêve, les combats ont visiblement repris dans ce quartier tenu par des factions rebelles alliées aux djihadistes du front Fatah el-Sham. Autre accroc à la trêve, dans la province d'Idleb, au nord-ouest. Des frappes auraient été menées par des avions non identifiés. Moscou accuse Washington de ne pas suffisamment faire pression sur les groupes rebelles pour qu'ils prennent leur distance avec le front Fatah el-Sham. Je sais qu'il est difficile de faire la distinction entre l'opposition et les groupes terroristes, mais je veux que tout le monde joue la transparence. Et à partir de là, nous pourrons avoir des objectifs communs. Mais pour passer à l'étape suivante, attaquer conjointement les groupes djihadistes, les États-Unis exigent que le régime syrien respecte ses engagements, à savoir laisser passer l'aide humanitaire dans les villes assiégées comme Alep. Pour l'instant, les camions remplis de nourriture et de médicaments restent bloqués à la frontière turque. Et selon Moscou, c'est la faute aux rebelles que soutiennent les États-Unis. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une excellente soirée en compagnie des programmes de TATV Africa Today. Bon week-end à vous.